Non, mais qui seront du coup très actifs dans les contributions en fin de séance. Ouais, ils vont nous aider à animer aussi cet atelier après la pause méridionale. Méridienne, pardon. Mi- ouais. Ah. C'est le fil conducteur de la journée. Je pense qu'on peut y aller. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher, hein. Peut-être vous n'avez pas envie, mais c'est assez impressionnant d'être là, donc n'hésitez pas à venir nous voir plus près, que ce soit un peu plus intime que cette grande salle des délibérations. Moi, je suis un peu impressionnée, personnellement. Ah, ça va être facturé ça après. Hmm. On démarre à 10. Les 10 minutes Oui. contractuelles. Bien, je vois que les derniers s'installent. On va pouvoir démarrer. Bonjour à tous. Bienvenue sur cet atelier intitulé, vous l'avez en face de vous, quelles ressources juridiques pour mieux produire et réutiliser ces données ? Ou, petit sous-titre, comment les données publiques sont une opportunité pour préserver la souveraineté des collectivités. On a la lourde tâche qui nous a été confiée, hein, n'est-ce pas, Julien, de vous faire un retour sur un groupe de travail sur la data que nous avons organisé en mars dernier. On va vous faire un petit contexte, une petite mise en contexte de la genèse de ce groupe de travail et particulièrement cette séance sur la data et ses clauses. Peut-être avant ça, on va dire qui nous sommes, parce que nous sommes finalement des porte-paroles de ce qui s'est dit sur une journée complète lors de ce groupe de travail. On est des animateurs, on n'est pas des spécialistes du juridique autour de la data. Vous allez le comprendre dans nos propos introductifs. Peut-être pour faire écho à ce qui a été dit ce matin par Madame Colson, notre élue au numérique, élue régionale au numérique, on a des défis qui sont devant nous. Les smart territoires, l'intelligence artificielle, qui est un sujet au cœur de l'actualité, et le point commun à la fois au smart territoire et à l'intelligence artificielle, c'est la data. La data, les données, on verra ça aussi dans nos propos par la suite. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et surtout, comment on y accède? Comment on accède à des données fiables qui seraient maîtrisées et qui sont interopérables à l'heure où on parle de mutualisation, d'échange entre acteurs. Voilà. C'est un petit peu tous ces aspects-là qu'on vous propose d'aborder avec mon acolyte Julien. Je me présente très rapidement et je te laisse après te présenter, Julien. Donc, je suis Émeline Gasnier, je travaille à la région, à la mission transition numérique. Dans notre ADN, on a l'accompagnement, son nom l'indique, à la transition numérique, notamment des territoires, des acteurs publics. Initialement, on était sur l'animation des correspondants sur les territoires à l'échelle EPCI, ce qu'on appelait entre nous les numériciens. Petit à petit, on voit bien que la data, les territoires dits intelligents, et on reviendra sur les pseudo-définitions, en tout cas les vocables qu'on utilise les uns les autres par la suite, tendent à désiloter. Et on cible et on adresse de plus en plus des acteurs publics en dehors des EPCI, ou en tout cas en plus des EPCI, en plus des communautés de communes, des communautés d'agglos des communes. On va aussi s'adresser à des syndicats d'énergie, à des syndicats d'eau, à des syndicats du numérique, à des hôpitaux. Voilà, on adresse un petit peu tous ces acteurs-là, notamment au travers de l'animation de différentes démarches, des groupes de travail, des appels à manifestation d'intérêt thématique. On en a eu plusieurs sur le pilotage des flux,
comment on pilote mieux un réseau d'eau, comment on pilote mieux un réseau électrique, des bâtiments, comment aussi on sait faire de la gestion intelligente des bâtiments publics, en quoi et comment le numérique peut adresser l'ingénierie touristique, et comment on améliore, on optimise aussi les politiques de gestion, de collecte, de traitement des déchets. Et on a lancé un dernier AMI, alors cette fois-ci pas thématique, qui transcende un petit peu tout ça. À l'heure où on parle beaucoup de l'IA, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur l'IA au service des territoires, et adressé à tous les acteurs publics ou acteurs qui portent pour le compte des acteurs publics une politique publique. C'est un appel à manifestation d'intérêt qui a fait remonter une cinquantaine de réponses. Donc on voit bien que l'IA est au cœur, mais au cœur de tout ça, il y a la data, pour revenir au sujet du jour qui nous anime. Et on est dans ces dynamiques d'animation épaulées, soutenues, je ne sais même plus comment le dire, très très fortement par notre EDIH régional. Et je laisse le soin à Julien de présenter EDIH et l'action particulière sur la cible acteur public. Je peux le faire en 2 heures, mais je vais le faire rapidement. Donc, Julien Cohen, moi je travaille au CITC. Donc, le CITC, c'est une association d'intérêt public qui accompagne notamment les territoires dans leur démarche de transformation. Et j'accompagne spécifiquement la région et l'équipe d'Alexandre Darousseau, ici présent à la mission transition numérique, sur tous les sujets qui touchent à la data, l'IoT et l'IA. Finalement, moi, ce que j'aime à dire, c'est que je suis une petite souris dans votre équipe, et mon rôle, c'est d'écouter, de détecter des signaux faibles, d'identifier des irritants, et de réfléchir à vous proposer des solutions ou des accompagnements pour créer une dynamique régionale autour de tous ces sujets. Que ça ne reste pas des objets techniques, mais que ça devienne des objets plus politiques, quelque part. Merci, Julien. Et alors ensemble, dès 2024, on a animé notre réseau de numériciens auquel je faisais référence tout à l'heure, par un premier webinaire sur la data et sur les territoires connectés notamment. Ça a permis de nous nourrir les mythes, les réalités autour de cette notion de territoire dit intelligent, de territoire connecté durable, de smart territoire, enfin voilà, tous ces vocables-là. On a pu voir que des démarches, des dynamiques étaient menées à différents niveaux de collectivité, hyperlocal, intercommunalité, qu'à chaque fois la donnée était au cœur et qu'elle adressait un certain nombre de politiques publiques. Finalement, et l'enquête de 2024 par le consortium Data Publica le montre, vous avez les chiffres à l'écran, les données sont utilisées dans de nombreux domaines de l'action publique. Les premiers cas d'usage sont ceux dont je vous ai fait état d'ailleurs précédemment. Au-delà de l'administration, de la gestion interne, rapidement on voit qu'il y a des usages autour de l'énergie, de l'éclairage public pour 58%, de la mobilité pour 55%, la gestion de l'eau 46% et les déchets pour 40%. Et finalement, quand on lit entre les lignes les résultats de cet observatoire, ce qui est remonté, c'est OK, on veut s'engager dans des smart territoires, on veut développer des cas d'usage tels que ceux que tu as évoqués, mais a-t-on seulement les données nécessaires et suffisantes pour pouvoir s'engager là-dedans? C'est pas le tout de connaître si les données existent ou pas, c'est après de voir comment la collectivité peut s'en emparer et se repositionner en tant que souveraine sur ces données, ces SES, et pas ces données CES. Et effectivement, parce qu'il y a plusieurs types de données, on peut distinguer aussi les données plutôt orientées internes à la collectivité, qui sont là pour piloter l'administration, puis les données orientées politique publique. Dans les données orientées politique publique, on peut parler du pilotage d'une politique publique avec des objectifs fixés dans des plans, dans des schémas, les SRADET, les SCOT ou les pluies, mais on a aussi opérationnellement comment je collecte la donnée chaude pour le remplissage de mes points d'apport volontaires, comment je pilote les données des fluides de mes bâtiments pour baisser la facture. Donc, par le biais de tous ces exemples, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une culture commune quelque part autour de ces notions de data. Et c'est comme ça que s'est monté le groupe de travail sur la data.
Ouais, et que la data, c'est pas l'apanage des DSI ou des directions de la donnée s'il en existe. C'est d'abord et avant tout une histoire de ce qu'on appelle des métiers, hein. Donc, c'est voilà, les directions opérationnelles présentes dans chacune des collectivités. J'aurais même tendance à dire présentes chez tous les acteurs publics au sens large. Sur cette slide, ce matin, on a eu la chance d'entendre Daniel Leka avec un accent, c'est ça, hein, Alexandre? Qui nous disait que voilà, la plupart du temps, si on a un système franco-français, on va plutôt la donner comme un truc technique avec des risques, tout, et qu'il faut peut-être changer de paradigme pour en faire plutôt une opportunité ou un enjeu. Or, Colson disait aussi dans son propos introductif que la donnée, c'est l'affaire de tous, et comme tu l'as évoqué, que ça nécessitait d'avoir un vernis commun, une acculturation pour pouvoir se saisir au mieux de cette opportunité offerte par la donnée. Et alors c'est un petit peu tout ça qu'on a essayé de traduire dans notre groupe de travail sur la data. Ce que vous voyez à l'écran, c'est on a tous en tête désormais que la data, c'est à la fois, tu le disais à l'instant, un enjeu et une opportunité. Et ça impose de maîtriser un certain nombre de concepts que sont la big data, les smart territoires, les vocables autour de la notion de territoire intelligent, et puis des nouveaux enjeux autour de la confiance, autour de la souveraineté. On voit aussi que le monde bouge aussi, les GAFAM, ce qui se passe aux États-Unis, tout ça, ça peut questionner un petit peu. Et on s'est rendu compte qu'il fallait envisager ça dans une démarche un peu globale au niveau des acteurs publics. D'abord, une sensibilisation à la data en interne, une organisation de la gouvernance autour de la data, et puis user de commun, et on va y venir, hein, c'est les propos introductifs, on arrive dans le sujet, ne vous inquiétez pas, dans ces fameux closiers. L'idée, c'est aussi de pouvoir exploiter les possibilités des plateformes de données. Et on est aujourd'hui sur la journée régionale de la data avec Géo-de-France. Ça prend tout son sens. Et bien entendu, et ça sera certainement l'avenir, prévoir les conditions minimum d'interopérabilité pour que ça fonctionne, à l'heure où on décilote et où on pense des territoires un peu plateformes. Donc au-delà de ce webinaire data qu'on a mis en place en 2024, on s'est dit qu'il faut aller plus loin, ouvrir à d'autres acteurs qui sont nos acteurs habituels, les numériciens, aller plus loin dans des acteurs des politiques publiques des collectivités et des syndicats, des délégations de services publics, pour constituer véritablement un groupe de travail sur la data à destination et avec ces acteurs publics. C'est vraiment un groupe de travail par et pour, j'ai envie de dire, les acteurs publics. On a eu une première séance autour de la gouvernance de la donnée. Donc, essentiellement la gouvernance interne de la donnée. D'ailleurs, la distinction a été portée pendant ce groupe de travail. Hein, petit rappel, gouvernance interne qui se destine aux moyens, aux outils, aux processus internes pour la gestion des patrimoines de la donnée en interne à l'administration, et puis gouvernance externe et animation territoriale de la donnée pour gérer l'ensemble du territoire, et qui fait d'ailleurs l'objet d'un atelier dédié cet après-midi, juste après notre atelier gouvernance en parallèle de data visualisation. Je fais un petit teasing pour les ateliers suivants. Là, sur cette démarche-là, on l'a dit précédemment, et, on va voir ensemble les clauses data aujourd'hui. On n'est pas juriste, donc on est là pour faire de la littératie sur de la data. Donc on ne va pas pouvoir vous résumer vraiment une journée complète menée par une juriste. Par contre, on va essayer de faire des focus sur des éléments un peu essentiels. Et puis peut-être que parmi vous, certains ont assisté à ce groupe de travail. Il ne faut pas hésiter à engager la discussion sur certaines thématiques sur lesquelles on sera amené à évoquer. Julien, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je veux juste faire la transition avec le sujet d'après, dire que voilà, le sujet de la data vu par le prisme juridique, ça peut parfois être un petit peu abscon et tout. Et nous, on n'a pas voulu avoir une démarche trop théorique. On a voulu s'appuyer véritablement sur des cas d'usage qu'on a rencontrés dans les collectivités. Donc. Oui, parce que comme dans les accompagnements que Julien peut faire dans le cadre de DIH, dans l'appui que tu mènes auprès de nous au travers des ateliers des AMI que j'ai cités précédemment,
les différents échanges qu'on peut avoir avec les uns les autres et dans un contexte de transformation, on l'a dit, des administrations. Le sujet de la data, et même s'il commence à être fondamental, il est finalement soit peu traité, soit mal traité, soit très technicisé à l'heure où il faut au contraire se former, se sensibiliser et véritablement avoir un vernis de connaissances sur le sujet. Et ce qu'on entendait aussi beaucoup, c'était ce qu'on va appeler des irritants. On a pu entendre des gens nous dire le format, on vous a mis quelques extraits à l'écran, mais on en a plusieurs, le format des données fournies par le gestionnaire d'énergie de ma commune n'est pas exploitable. L'entreprise me répond qu'elle ne peut communiquer les données brutes car elles relèvent du secret des affaires. Ça, c'est quelque chose qui nous a été dit, par exemple, une fois. Julien, tu as d'autres exemples? Oui, il y en a plein. Une collectivité qui souscrit auprès d'un opérateur une solution d'hyperviseur avec une gestion de capteurs et compagnie. Et l'opérateur, dans son contrat, n'a indiqué nulle part une mention relative aux data, aux propriétés, statuts, quoi que ce soit. Autre verbatim, mon EPCI a perdu l'historique de ses données sur la gestion de l'eau en changeant de délégataire de service public. Ça arrive aussi régulièrement. Ou dans la même veine, avec un opérateur de concession de service public, là j'ai récupéré des données, déjà c'est pas mal, super, mais je veux pouvoir les publier en open data. Il me dit non, tu n'as pas le droit de les publier en open data, ces données m'appartiennent et ne sont pas les tiennes. Un autre, je veux utiliser mes données du réseau d'eau potable dans un autre outil, mais le format source n'est pas compatible. Encore un autre, allez, je viens d'arriver dans ma collectivité, la donnée produite est tellement mal documentée que je ne sais même pas à quoi elle correspond. Je vois des sourires un peu partout. Ah oui, c'est du vécu. La donnée fournie par mon prestataire de mobilité est tellement de mauvaise qualité que je ne sais pas quoi en faire. Et un dernier pour la route, c'est gratuit. Je ne connais pas le cycle de vie des données, donc je ne sais pas du tout les mettre à jour. Donc voilà, c'est en prenant en compte finalement ces irritants qu'on s'est demandé comment on pouvait apporter un soutien au territoire. Donc on sait qu'il y a des démarches de closier qui émergent de ci, de là, mais tout le monde n'a pas la capacité à porter en propre une démarche de closier. Et finalement, c'est de là qu'est venu ce groupe de travail, et particulièrement ce focus sur le juridique, sur le closier. Oui, en s'adressant, comme tu l'as dit, aux différents territoires, donc les différentes collectivités territoriales, communes, agglos, métropoles, les villes, mais on a voulu aussi l'élargir auprès d'autres opérateurs de services publics, parce qu'eux aussi produisent des contrats qui parfois étaient assez pauvres sur ces aspects-là. Et alors, avant de parler des clauses, peut-être rappeler de quoi parle-t-on? De quel type de données on parle? Alors, on va revenir très rapidement sur la notion de big data, littéralement mégadonnées, comme vous le savez certainement. Il y a une absence de définition consensuelle autour de cette notion de big data. Conceptuellement, ça renvoie au stockage et au traitement d'un très grand nombre d'informations sur une base numérique. Et concrètement, ça permet à tous d'accéder en temps réel à des bases de données géantes. Pour moi, Big Data, c'est comme Smart City il y a 10 ans, ça ne veut rien dire. C'est un concept qui faisait bien pour briller en société. Et donc, voilà, on a décidé de ne pas s'apesantir sur ce sujet-là. Il y a des termes, on disait Smart City, territoire connecté, Big Data. Bon, voilà, on passe histoire de que tout le monde se fasse un petit vernis de ce que ça peut être, mais c'est un vocable pour qu'on se comprenne, quoi. Mais par contre, avec l'avocate qui nous a accompagnés dans cette démarche-là, maître Scheherazade Aboub, on lui a posé une première question. C'était, mais finalement, est-ce que ça existe les données publiques et qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de notion de données publiques véritablement. Le terme juridique n'existe pas en droit. Par contre, il y a deux notions qui coexistent dans le Code des relations entre le public et l'administration. Il y a la notion de document administratif. Je vous la lis rapidement. Tout document produit et reçu dans le cadre d'une mission de service public par une administration ou un organisme privé chargé d'une telle mission. Et puis il y a la notion d'information publique. Les informations contenues dans les documents administratifs communicables, qui ne contenant pas de données sensibles, ou sur lesquels des tiers ne détiennent pas des droits de propriété intellectuelle. Non, mais du coup, après, on en arrive plutôt sur des notions issues de la jurisprudence ou des usages pour se dire, il y a la donnée publique, on va lui donner un corps, on va lui donner une définition, et avec deux réalités différentes.
la donnée publique des collectivités en tant que telle et les données publiques d'intérêt territorial. C'est tous ces aspects-là finalement qu'on souhaite couvrir avec ce closier. On a été accompagné pour l'animation de ce groupe de travail sur le closier par le cabinet Alerion, maître Scheherazade Aboub. Et ça nous a permis finalement, même s'il n'y a pas une réglementation clé en main qui permette aux collectivités de maîtriser leurs données, des données qu'elles produisent ou des données qui sont produites pour leur compte, ça a permis de poser des débuts débuts de clauses qui peuvent être inscrites à la fois dans les contrats, mais qui peuvent aussi être remontées finalement de manière plus générique dans les CCAP à terme. Après, pour animer cette partie-là, on n'a rien inventé. C'est-à-dire qu'on suit quelque part une tendance qui tend à se développer de plus en plus dans les territoires en France. Donc voilà, on peut citer Nantes et Bordeaux qui sont souvent mis en avant, mais il ne faut pas oublier qu'aussi en région, on a des territoires qui ont commencé à s'engager dans cette démarche-là. Alors je peux citer la MEL, qui est juste en face de moi par exemple, mais il y a aussi la CAPH, il y a Valenciennes, il y a Arras, voilà, j'en oublie certainement d'autres, mais en tout cas voilà, on sent qu'il y a une volonté d'y aller, mais toutes n'ont pas les mêmes ingénieries pour pouvoir réaliser ces closiers, et c'est ce qui a un peu guidé notre démarche d'ailleurs. C'est ça. L'idée, c'était vraiment de se faire des communs, partagés d'ailleurs. On y reviendra à la fin de cette séance, mais pour que tout le monde ait un vernis commun et que, quelque part, il y ait une ingénierie qui soit mutualisée aussi à cette échelle-là. Et puis d'avoir des clauses sur tout type de prestations. Avoir en tête que finalement, ça concerne une production, une collecte, une exploitation de données, que ce soit des données de gestion ou des données d'observation. Ça peut être, on en parlait encore tout à l'heure, une direction des relations humaines qui cherche à faire un panel d'organismes de formation. Bon, ben voilà, elle est aussi en attente et elle doit avoir en tête quelque part la gestion de ces données-là. C'est ça, Julien? Oui, c'est ça. Donc, on va peut-être faire des gens pas très heureux aujourd'hui parce qu'on ne va pas parler de données géomatiques, données informations géographiques, quoi que ce soit. On va parler des données publiques au sens large, avec des clauses qui peuvent s'appliquer, quel que soit, tu l'as dit, le type de contrat. Voilà, une direction du développement économique qui commande l'étude d'une filière doit pouvoir récupérer les résultats de cette étude, mais aussi les données brutes qui ont permis de la réaliser. Une direction de l'urbanisme qui veut lancer des marchés d'études sur de l'aménagement du territoire doit pouvoir récupérer toutes les données liées à la démographie, la sociologie et compagnie qui ont été utilisées pour réaliser ça. Donc voilà, la donnée vue dans sa globalité sans arriver jusqu'aux éléments trop techniques ou trop spécifiques liés à un métier en particulier. Des données générales, des données froides, des données chaudes, des données d'observation. Voilà, tout le monde est concerné quelque part. Toutes les politiques publiques et toutes les directions opérationnelles sont concernées. Après, dans ce closier, il y a deux types de clauses. Il y a des clauses qu'on va réputer dire obligatoires et puis des clauses optionnelles. Sur les clauses obligatoires, on va faire des petits focus dessus parce qu'on ne va pas pouvoir balayer les je ne sais combien de pages du closier. Mais en gros, on retrouve des clauses notamment sur le statut des données, puisqu'on vous a dit qu'il n'y avait pas de définition officielle des données publiques, l'ouverture sur ces données, la notion de réversibilité. Souvenez-vous des irritants qu'on a vus de slide précédente. Oui, j'ai changé de prestataire, je n'ai pas récupéré mes données. Et puis la propriété, tant au niveau des concessions que des marchés publics traditionnels. Sur oui, tu voulais ajouter quelque chose? J'allais dire, du coup, la première question à laquelle on essaie d'apporter une réponse au travers de ces clauses-là, c'est quel est le statut des données? On l'a vu tout à l'heure, malheureusement, on ne peut pas se fonder sur un article de loi spécifique. Même la loi Le Maire ne fixe pas de cadre par rapport à ça. Elle dit simplement que, en gros, les collectivités peuvent récupérer les données. C'est ça, les concessionnaires doivent transmettre leurs données aux concédants. Sauf qu'elle a oublié de dire qu'il n'y avait pas de sanctions, donc c'était peu respecté. Et puis finalement, d'indiquer doivent transmettre les données qui leur appartiennent, en fait. Il aurait fallu l'écrire dans le marbre, quelque part. Ça n'a pas été le cas. Donc là, il y a une possibilité qui est offerte au travers de l'inscription de ces clauses de l'écrire noir sur blanc et de le contractualiser avec son partenaire.
ça va toujours mieux en le disant, mais donc du coup, l'article 1er de ce clausier-là, c'est simplement pour indiquer que toutes les données qui seront collectées, traitées, gérées par l'administration, blablabla, ont le statut de données publiques. Donc il n'y a pas de loi, mais ce qui est vraiment à avoir en tête, c'est de l'inscrire. C'est comme tu dis, ça va mieux en le disant. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en le disant pas, ça n'allait pas très bien. Souvent, cette notion de données publiques est associée après à une autre notion qui est celle de la propriété. Et donc là, c'est la deuxième clause qu'on va aborder. C'est la deuxième clause qu'on a à l'écran. Donc il n'y a pas de loi, mais on applique la théorie des biens de retour, qui pour le coup a un fondement juridique. Oui. Tout le monde maîtrise les biens de retour En gros, pour faire simple, je sais pas, moi, ma collectivité a fait construire une station d'épuration et a confié l'exploitation à un opérateur. À la fin du contrat, l'opérateur ne repart pas avec la station d'épuration, elle revient à la collectivité. Finalement, en disant ça, on aborde le fait que la donnée est perçue comme un actif, un patrimoine de la collectivité qu'on peut aussi faire fructifier, entre guillemets, dans le temps. Une fois qu'on a posé le principe d'une donnée publique qui est propriété de la collectivité, ça signifie qu'on peut ajouter des notions. Donc les notions d'accès sur cette donnée tout au long du contrat, notion de récupération des données, notamment en fin de contrat, comme on l'a vu dans nos verbatim. Et donc la récupération de ces données, ça s'appelle la réversibilité. Comment on récupère ces données en fin de contrat, Julien? On se débrouille. J'ai pas révisé. Non, oui, là l'idée c'est le conseil de l'avocate. C'est on veut récupérer ces données pour pouvoir les utiliser après dans un principe de continuité du service public, dans les mêmes conditions que celles qui ont été effectuées. C'est de ne pas élaborer une liste des données qu'on souhaite récupérer, de ne pas mettre une liste dans le contrat qu'on va fixer avec la collectivité. En cours de route, il peut y avoir des nouveaux jeux de données qui vont être créés, ainsi de suite, et tout ça. Donc, c'est d'indiquer simplement qu'on veut récupérer l'ensemble des données nécessaires à la mise en œuvre de la mission de service public, sa continuité dans les mêmes conditions. Donc, voilà, c'est le fait de pouvoir récupérer dans les meilleures conditions, dans les meilleurs délais aussi, il faudra fixer un petit peu ce cadre-là, toutes les données nécessaires à l'exploitation du service. Alors, on a fixé la notion de données publiques, on sait qu'elles nous appartiennent, on sait qu'on a cette notion de réversibilité. Maintenant, quid de l'interopérabilité, étant donné qu'on parlait de territoire dit intelligent et que de désilotage. Qu'est-ce que nous amène notre clausier là-dessus? Il n'y a pas d'article dédié directement à l'interopérabilité, et notamment parce qu'on a un petit souci de définition à se mettre en commun là-dessus. Ouais. Après, chacun a sa définition, tu le dis, de l'interopérabilité. Certains ici vont le voir sous des aspects très, très techniques, d'autres sous des aspects plutôt simplement d'usage, pouvoir utiliser les données issues d'un logiciel dans un autre logiciel. Volontairement, ça a été aussi un choix de ne pas aborder cette question-là. Pour ceux qui sont férus d'interopérabilité, ils peuvent se référer à l'étude qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça du CEREMA, notamment sur les MIMS avec leur petit nom, donc Minimum Interoperable Mechanism, vous aurez compris. Voilà, que moi personnellement je ne maîtrise pas. J'ai évoqué tout à l'heure les aspects plutôt techniques. Certains voudront retrouver dans leur contrat les standards type GTFS, NETEX, OCS2D, forcément. Mais voilà, c'était pas l'objet là. Ça peut être l'objet d'annexes à ajouter en plus. Nous, l'idée, c'était simplement de pouvoir dire que, d'une manière ou d'une autre, la collectivité doit pouvoir avoir un accès facilité à l'intégralité de ces données-là. Elle peut ne pas cadrer spécifiquement la manière dont elle veut y accéder, c'est la clause qui est indiquée là, mais elle peut compléter cette clause, si elle en a envie, par des mécanismes qu'elle a déjà mis en place. Certains ont des API, d'autres voudront du FTP, compagnie. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'on peut indiquer la manière dont on veut pouvoir récupérer toutes ces données dans le format qui permet une exploitation la plus simple possible grâce à tout ce qui est lié à l'ouverture des données et compagnie. Ça, c'est la base. C'est quand on n'a pas de protocole spécifique, de format spécifique. Et après, libre à chacun de rajouter des éléments. Mais
par défaut, il nous est conseillé très très fortement de l'indiquer de cette manière-là. Après ces clauses un peu obligatoires, on a aussi un certain nombre de clauses optionnelles autour de la gouvernance des données, de la souveraineté. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Julien ? Ah oui, c'est à moi. Alors, différents types de clauses optionnelles. On a voulu en mettre une quand même sur la sobriété de la collecte des données, c'est-à-dire d'imposer à l'opérateur de ne collecter que les données nécessaires et suffisantes et de ne pas s'engager dans une massification du big data, si on reprend le terme de tout à l'heure. Mais surtout, on voulait aborder un sujet sur lequel on entend souvent beaucoup de choses, c'est celui de l'hébergement des données. Voilà. Comment on peut imposer à un opérateur un type d'hébergement et tout. Souvent, on se dit, ah bah tiens, on est obligé de respecter un hébergement en France ou en Europe. Maître Aboub nous disait que oui, on peut le mettre, mais il n'y a pas de texte qui nous l'impose officiellement. Hein. Donc, si on veut que ce soit le cas, vaut mieux l'inscrire directement dans son cahier des charges. Donc c'est pour ça que l'une des clauses qui est proposée, c'est que ce soit l'autorité concédante qui fixe les règles d'hébergement de ces données. Donc voilà, renverser un petit peu, j'allais dire la charge de la preuve, mais le sens des responsabilités, c'est l'autorité concédante qui décide et l'opérateur qui doit s'adapter. Mais chose que je ne savais pas, on peut aller plus loin encore pour ne pas se cantonner à des hébergements nationaux ou européens, on peut même aller jusqu'à un niveau plus local. Effectivement, et puis il y a d'autres clauses optionnelles, on n'a pas tout cité parce qu'en 45 minutes, on n'aurait pas eu le temps. Mais sur cette clause locale, c'était intéressant pour nous parce qu'en région, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un data center public qui existe et il y a peut-être des représentants qui sont dans la salle, en tout cas je les ai vus aujourd'hui. J'étais là ce matin, mais ouais. Je ne les vois pas dans la salle. Donc voilà, si à un moment ou un autre, vous souhaitez faire héberger vos données issues d'un opérateur chez Somme Numérique, vous pouvez lui imposer d'aller se connecter à Somme Numérique pour stocker vos données. Voilà pour ce qui est des clauses optionnelles. En guise de conclusion, et après on va plutôt échanger avec vous, l'idée c'était vraiment d'avoir des communs sur le sujet des clauses data. Vous l'avez vu, finalement, on part un peu de vide juridique qu'on vient compléter par ces clausiers. Dans l'idéal, il faudrait que ces clauses, in fine, soient insérées dans les CCAG, les CCTP après. Mais peut-être que certains d'entre vous usent déjà de clauses data. Donc, on s'est posé la question avec Julien, donc on vous la pose. Qui parmi vous use déjà de clauses data dans vos contrats ? Dans tous vos contrats ? Tu peux prendre peut-être le micro devant toi. On essaye maintenant d'en mettre dans tous les contrats, mais parce qu'on essuie les plâtres des anciens contrats où il n'y avait pas de clause data, et du coup on a vraiment beaucoup de mal à récolter nos données, quoi. Notamment avec des gros opérateurs de transport qui nous aident pas beaucoup. Des opérateurs dont les trains sont souvent en retard, c'est ça ? Ok. Est-ce que d'autres acteurs ont pris l'habitude comme ça d'insérer des clauses ? Est-ce que c'est des choses qui... je vois des oui de la tête. N'hésitez pas à prendre le micro pour nous partager si vous avez déjà inséré ce type de clause, si vous êtes allé plus loin, si vous avez découvert des notions que vous n'aviez pas forcément inscrites. Oui. Je suis au milieu, tout en haut. Frédéric Tourneur de la communauté urbaine de Dunkerque. On commence à insérer effectivement des clauses data. Le chemin était plutôt de se rendre compte qu'effectivement, notamment avec les discussions de gestionnaires de réseau énergie, où on se retrouve à ne pas pouvoir effectivement exploiter, je dirais, l'entièreté des informations qu'on voudrait avoir. Donc la réflexion est partie de là, d'une part, et d'autre part aussi sur des projets d'innovation sur lesquels en fait le devenir même, là je parle plus de propriété intellectuelle, n'était pas clarifié au départ. Donc on dépasse le côté close data, mais en fait comme le projet d'innovation c'était un logiciel, ben, en fait
techniquement, on se retrouve à devoir réfléchir à tout ce qui sont définir mieux la propriété intellectuelle dès le départ. Et donc, voilà, ça fait vraiment partie... Il y a des notions aussi comme ça dans le closier. Hein, tu touches un vrai sujet qu'on n'a pas voulu aborder parce que c'est un peu touchy et nous, on n'est pas forcément les plus experts sur le sujet. Mais voilà, clause data, propriété intellectuelle, c'est pas exactement la même chose. Donc, il y a des clauses spécifiques sur les propriétés intellectuelles. Donc, voilà, dans le closier, il y en a quelques-unes qui sont quand même insérées. Mais voilà, le conseil de l'avocate, c'est que sur ce type de sujet-là, c'est voilà, une analyse très spécifique qu'il faut envisager. De manière générale, hein, de toute façon, ces clauses, c'est inscrit sur les petites lignes tout en haut, là, c'est à adapter au cas par cas. Tu parlais des data centers. Quand il y a des data centers locaux, s'il n'y en a pas, bon, ben voilà, vous n'allez pas pouvoir mettre la clause qui va bien. Enfin, tout ça est à adapter au cas par cas. Il y avait un autre retour d'expérience, peut-être, madame? Oui, mais aussi de la communauté urbaine de Dunkerque. L'interopérabilité des données et la réversibilité des données, on les a intégrées obligatoirement à nos cahiers des charges. Par contre, par exemple, l'hébergement local des données, on le met maintenant de plus en plus souvent en critère de notation, par exemple. Julien, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Non, c'est que notre vœu pieux, quelque part, en menant ce travail-là, c'est que tout à chacun puisse se saisir de ce closier. Donc là, on serait content. Mais surtout que ce soit pris en considération par la commande publique. C'est-à-dire que ces clauses soient intégrées par défaut, finalement, dans tous les modèles de cahier des charges que vous pouvez utiliser. Aujourd'hui, quand on fait un peu le tour de certains territoires, je ne dis pas dans tous, hein, mais dans certains, il y a des belles clauses qui existent, mais qui ne sont insérées dans les contrats que parce que le chef de projet, chargé de mission ou responsable du projet y a pensé. Et c'est bien. Mais sauf que parfois, tout le monde n'est pas suffisamment averti sur ces sujets-là. Donc voilà, l'idéal, dans un monde de bisounours, ce serait que ces clauses soient intégrées dans les CCAGP qui conviennent. Et bien entendu, pour nous, la démarche, c'est de faire de ces closiers des communs, parce que là, on parle d'un closier sur la data. Demain, on essaie aussi de porter des closiers autour de la sobriété numérique, autour peut-être de l'IA, enfin voilà. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, là, sur le sujet du jour, sur la data, c'est un commun et qui sera à terme sur Géo-de-France, on y travaille. Et comme tout commun, il est aussi amené à évoluer dans le temps, soit parce que la réglementation va bouger, donc on espère pouvoir la mettre à jour, soit par vos apports. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on aimerait bien aussi avoir vos retours sur l'usage de clauses, celle-là ou celle que vous avez déjà, hein, un peu, pour voir leur applicabilité, comment ça vous a sauvé la mise de temps en temps ou pas, tout pour qu'on puisse ajuster un petit peu ces communs et cette boîte à outils qui va être à l'attention de tout à chacun. Ajuster le closier, mais aussi notamment la petite notice qui va avec. Et donc il y a des choses qui ont été décrites sur si votre prestataire vous répond ça, vous pouvez lui rétorquer que voilà. Et donc c'est tout ça en fait dont on a besoin de capitaliser sur vos retours d'expérience que vous pouvez avoir dans le dialogue avec vos partenaires pour qu'on reste dans quelque chose de juste, d'équilibré aussi dans ces relations d'achat public. Mais on sait qu'en avançant en groupe, on sera aussi plus fort quelque part par rapport à certains prestataires qui vont picorer de ci, de là dans les collectivités locales et parviennent parfois à passer des contrats sans trop se soucier de la gestion de data ou en faire aussi dans des notions très techniques dans leurs réponses. Voilà, là, c'est avoir un vernis commun, un petit peu technique. C'est pour ça qu'on n'a pas été des bons élèves et qu'on a un peu reformulé l'intitulé de l'atelier qui nous avait été proposé. L'idée étant de revenir sur cette notion de souveraineté, faire en sorte que nos territoires, nos collectivités, nos acteurs publics soient à nouveau en maîtrise de ce sujet-là et ne se fassent pas imposer les choses par leurs opérateurs. Comme tu le disais, et on l'a déjà vu plus ou moins sur quelques aspects, en étant plus nombreux, on arrive plus facilement à faire bouger le mammouth chez les opérateurs. Donc ça répond bien à l'intitulé de départ qui était produire mieux et réutiliser ces données, mais tout en ayant en tête ces aspects de souveraineté de la donnée
à l'heure où parfois, oui, certains se font un peu en papa-outé. Voilà. Donc, Maître Aboub, pour conclure sa journée, tu avais donné trois conseils par rapport à ces clauses. Tu en as dit une partie tout à l'heure, Oui, mais éviter de bon. lister, ça je pense qu'on peut le rappeler, hein, éviter de lister les données en question. C'est parfois des demandes de prestataires, hein, de dire ah bah oui, mais remontez-nous ce que vous voulez précisément, parce que vous comprenez, on en génère beaucoup de la donnée, on ne va pas savoir ce dont vous avez besoin. Bon, il faut éviter de tomber dans ce piège-là. Un autre conseil, c'est de prévoir les modalités d'accès à ces données en cours de contrat, pas simplement à la fin du contrat. En gros et en clair, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si à un moment ou à un autre, vous voulez aller contrôler chez un concessionnaire ce qui se passe, vous avez le droit d'y aller. Mais il faut le prévoir dans le contrat. Et puis le dernier, c'est fixer des process garantissant l'interopérabilité. Ah ouais, c'est la clé de voûte pour demain, hein, pour que ça tienne. Alors, si tu peux détailler des process pour l'interopérabilité, non. Non. Non, mais voilà, en gros, ce qu'on a retenu de ce temps qu'on a dédié aux clauses, on aura un temps aussi sur la data visualisation. Peut-être que certains qui sont dans la salle, qui ont participé à ce GT Data, veulent compléter, parce qu'on a été obligé de sélectionner et de faire des focus. Émilie, tu es intervenue précédemment, enfin n'hésite pas hein, si tu as des compléments à apporter. Et puis depuis le GT, comment tu as pu aussi te nourrir, toi, dans tes travaux au quotidien Du coup, je ne me suis pas présentée tout à l'heure. Emilia Marir, je suis à la région et je travaille à la direction des services de transport. Je suis responsable du secteur pilotage des données et reporting de la direction des services de transport. Et moi, quelque chose que j'ai retenu de cette journée-là, c'est que en fait, la collectivité est propriétaire de l'ensemble des données qui sont produites dans le cadre du service public. Et les concessionnaires ne sont pas toujours au courant de ça. Et c'est vrai que nous, on a des grosses difficultés sur des contrats où on n'a pas précisé que la région est propriétaire de ces données. Et ça, c'est clairement une erreur qu'on ne refera plus parce que là, sur de la donnée égalité femmes-hommes, des choses comme ça, on n'arrive pas du tout à récupérer nos données, notamment auprès de grosses entreprises comme l'entreprise ferroviaire SNCF. Et c'est vrai que ce clausier il va nous aider surtout à l'avenir dans les nouveaux contrats qu'on va rédiger. Merci, Émilie. Un autre, oui, monsieur. On vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis Luc Deschet, je suis enseignant-chercheur en santé publique à l'Université de Lille. Et je voulais aussi apporter une question. C'est par rapport, moi, je suis très en aval du coup dans l'utilisation des données. C'est pas moi qui fais les contrats, mais en particulier, on a des difficultés à récupérer des données, notamment des données de pollution atmosphérique qui sont financées par les acteurs publics. Et là, le premier délivrable, c'est les données. On n'arrive pas à les récupérer. Enfin, on est obligé de négocier à chaque fois. Et donc, je voulais savoir quel était le statut de ces données, en fait, si vous avez des informations là-dessus. Moi, je peux répondre. Florent Béraud, chargé de mutualisation à la MEL. Les données de pollution atmosphérique, de concentration, sont des données produites par les ASCA, donc les associations de surveillance de la qualité de l'air, et sont donc des données publiques. Chaque ASCA met ces données normalement à disposition en open data. Donc l'ASCA Hauts-de-France a un portail open data. Vous pouvez retrouver une partie des données donc accessibles de manière ouverte, et d'autres données sont effectivement pas diffusées directement. Nous, Métropole, on a des conventions, par exemple, pour accéder à des données qui ne sont pas diffusées en open data. À voir dans quelle mesure effectivement un laboratoire de recherche pourrait effectivement conventionner directement avec les associations. Elles sont quand même tenues de les diffuser ou de les fournir sur demande, en fait, au même titre qu'un acteur public. Donc il ne faut pas hésiter à ce niveau-là. Je vais me permettre de confirmer. Je suis là. Donc Benoît Roch, d'Atmo de France, donc le producteur. Je confirme le fait qu'on a la plateforme d'open data sur laquelle il y a toutes les données publiques que l'on doit diffuser. Après, on a des données des fois plus fines ou complémentaires sur lesquelles on a des conventions et des partenariats avec les universitaires, avec les organismes de recherche, quelles que soient ces dimensions, pour justement partager ces données dans le cadre de production de données ou d'interprétation complémentaire. Donc on est toujours ouvert, on a pas mal de conventions avec pas mal d'acteurs différents sur lesquels on conventionne à l'échelle très locale,
voire internationale. Merci, c'est parfait. On avait tous les acteurs de l'écosystème sur la problématique. On ne pouvait pas arriver mieux. Quand on dit qu'on veut créer une communauté autour de ces sujets-là et que c'est ensemble qu'on va y arriver. D'autres questions, ouais, Florent? Ouais, c'est juste rebondir, c'est-à-dire on a intégré nos clauses, on a négocié avec nos délégataires. Tout l'intérêt, tout l'enjeu ensuite, c'est de les faire appliquer. Et les faire appliquer, c'est pas simple, parce qu'on peut avoir mis des critères de qualité, de disponibilité. Donc ça nécessite de l'ingénierie, un suivi des marchés, et l'association ou l'accompagnement des directions numériques, des SI, etc., etc. Et si on veut que ces clauses aient vraiment un impact, il faut aussi effectivement y associer et intégrer des pénalités, et des pénalités impactantes. 50 € par jour de retard pour une autorité organisatrice des transports, il est via pour ne pas la citer, ça n'a aucun impact. Pour Veolia, etc., ça n'a aucun impact. Dès qu'on passe à 1 000 € par jour de retard ou un problème de qualité, tout de suite, ça a un impact. Tout l'enjeu, par contre, pour nous, opérationnels techniciens, c'est de pouvoir le suivre, le monitorer et l'appliquer. Et c'est là où ça devient un peu plus difficile. Et parfois un peu politiquement sensible quand on vient négocier ou essayer de tordre un petit peu le cou à un opérateur historique sur un territoire. Donc c'est aussi tout l'enjeu, hein, au-delà de l'intégration des clauses, c'est leur application. Et là, il y a un vrai travail. Et c'est en étant groupés ensemble, mais aussi au fil des années, que petit à petit, les opérateurs prennent conscience qu'il y a un vrai enjeu de notre côté. Mais c'est aussi en travaillant la sensibilisation de ces concessionnaires. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un concessionnaire de distribution d'eau, un gros, qui ne travaille pas sur la MEL, et qui dit moi, vos clauses, elles m'intéressent. Pas pour les mettre dans mes contrats, mais pour voir à quoi je vais être amené à répondre et pouvoir me préparer. Et je trouvais intéressant la démarche d'avoir fait cette prise de contact pour se dire, demain, si je veux travailler avec l'un ou avec l'autre, qu'est-ce qui risque de se passer et comment je dois me préparer. C'est un peu la même chose avec nos syndicats mixtes aussi, qui s'intéressent à ces clauses-là, pour les insérer automatiquement dans leur contrat de prestation autour des réseaux LoRa et compagnie, là, qui tendent à se développer. Donc voilà, c'est pas que la vision de la collectivité dans son contrat, c'est aussi de l'autre côté de la barrière, comment ça se passe pour que, comme tu le dis Florent, ça puisse être appliqué et que ça reste pas juste un vœu pieux, une bonne intention. Voilà, on va aller contrôler la donnée tous les 3 mois chez un gros opérateur. Bon, ok, mais s'il y en a personne qui est capable de le faire et qui sait le faire et qui sait détecter les difficultés, ça va être compliqué. Et puis je pense qu'il faut aussi nuancer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer les clauses de la même manière à un énorme opérateur et à une petite PME qui fait des travaux sur la voirie. Et là, c'est aussi notre rôle en tant qu'acteur public de savoir mettre le curseur. Merci Florent. Et puis justement, le fait de compiler aussi vos retours d'expérience sur la non-application et comment vous avez trouvé à résoudre permet, alors j'emploie un terme juridique, mais peut-être faire un peu jurisprudence aussi dans un certain nombre de réseaux d'opérateurs. Par contre, je te rejoins, il y a aussi des choses à réfléchir sur la notion de nuance. Et ça peut aussi se faire en commun. Ça peut aussi être des partages là-dessus. Merci pour tous ces retours d'expérience. On est arrivé 15h, on est arrivé à peu près au bout. Sauf si vous avez les uns les autres d'autres remarques, questions. Je vous propose qu'on conclue cette séance. Conclure, ça va être rapide pour ma part. C'est que les documents seront mis sur la plateforme avec un accès facilité à tout à chacun pour que vous puissiez les utiliser au mieux. Et puis avec les fonctionnalités de la plateforme, là, on peut échanger aussi si jamais il y a des questions, mais surtout des retours d'expérience. Voilà, on est vraiment preneur de retours d'expérience autour de ces clauses-là, pour qu'on puisse imaginer peut-être des ateliers futurs autour de ces sujets. C'est ça, parce que ces supports, tu l'as dit, ont vocation à évoluer et toute l'animation qui est faite autour aussi. Donc n'hésitez pas, le groupe de travail sur la data est ouvert aux acteurs publics. Montez à bord, on vous y accueille avec la plus grande joie et faites-en votre groupe pour savoir ce que vous souhaitez y trouver aussi dans ces temps d'échange. Donc le prochain serait sur data visualisation, mais la suite, on a plein de perspectives possibles. Merci à tous. Merci. Bonne continuation sur gouvernance ou DataVis, justement.
Bonne journée.